C'est en Suisse, au sud des Alpes, que se niche l'un des plus anciens festivals de cinéma du monde. Le Festival de Locarno, né en 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Selon la légende, le Festival de Locarno a toujours été cet espace autonome de célébration du cinéma d'auteur qui a fait connaître certains grands noms du cinéma dans cet havre de paix qu'est la Suisse. Mais cette narration est sélective, lacunaire et contribue au narratif du Sonderfall helvétique, ce récit idéologique qui fait de la Suisse une nation particulière au milieu de l'Europe et dont la neutralité sera l'une des caractéristiques fondamentales. Pourtant, une histoire sans filtre du Festival de Locarno raconte tout autre chose. Au cours de celle-ci, des films qualifiés de crypto-communistes, de gauchistes ou encore de pornographiques ont cristallisé les tensions qui se jouaient dans les coulisses d'un festival fortement travaillé par les intérêts divergents de ces différentes parties prenantes. C'est donc une autre histoire du Festival de Locarno qui va être déroulée ici. Celle des luttes d'influence qui ont contribué à forger son identité derrière le vernis de la neutralité helvétique et le récit d'un exceptionnalisme suisse. Locarno se trouve dans le canton du Tessin. Il s'agit alors d'une région isolée et sous-développée, méfiante envers toute forme d'intervention du gouvernement, le Conseil fédéral, situé à Berne. Mais en 1882, avec l'ouverture du tunnel ferroviaire du Gothard, certaines villes comme Locarno commencent à s'épanouir sur le plan économique grâce au tourisme. La même année, afin de promouvoir la ville la plus ensoleillée de Suisse, qui borde la rive nord du lac Majeur, la bourgeoisie locale fonde la société Pro-Locarno. Cette dernière développe diverses initiatives qui viennent stimuler le tourisme, comme par exemple la création de la Festa delle Camellia, la fête des camélias. Locarno devient ainsi une destination touristique de choix pour les élites. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, toujours dans cet objectif de promotion de la ville, Pro-Locarno élabore un projet de festival de films. Ce dernier est clos sur les cendres d'un festival précédent, la Rassegna del Film de Lugano. Le festival de Lugano a été créé en septembre 1941 à l'initiative de l'Office du tourisme local et en collaboration avec des maisons de distribution helvétiques. Et c'était à l'origine une manifestation entièrement dédiée au cinéma italien, à tel point que certains observateurs, à l'époque, la désignent comme une succursale de la Mostra de Venise. Donc le festival se tient en 1941 puis en 1942 avec un certain succès, mais face aux événements internationaux, la Seconde Guerre mondiale, la capitulation de Rome, l'arrivée des premiers réfugiés italiens au Tessin et la mise en place de comités d'épuration, il est annulé en 1943. Le festival reprend en 1944 sous une formule plus internationale, c'est-à-dire que sont programmés également des films qui viennent des États-Unis, de France, de Suède et bien sûr de Suisse. Elle est reconduite sous la même formule en 1945. Puis l'année suivante, les organisateurs cherchent à la pérenniser en construisant dans le parc Chiani, au bord du Ceresio, le lac de Lugano, un amphithéâtre.
Mais la démocratie helvétique est ainsi faite que leur projet est refusé par votation populaire. Un référendum est lancé contre ce projet. Et le projet de construction d'un amphithéâtre est refusé par 1500 voix contre et 900 pour. Pro Locarno récupère alors le projet de festival. En plus des promoteurs touristiques et de quelques cinéphiles, celui-ci s'élabore avec l'aide de professionnels du marché du film qui parviennent à obtenir des films pour la manifestation. Comme le résume le journaliste Roland Lenzen, 3 mondes se sont rencontrés à Locarno. Celui qui attend du cinéma qu'il soit un business, celui qui attend de lui qu'il soit un art, et celui qui attend de lui qu'il soit un divertissement. C'est ainsi que naît le Festival de Locarno, dont la première édition se déroule entre le 22 août et le 1er septembre 1946. Pendant les premières éditions, les activités mondaines se succèdent entre la diffusion de films, le soir, dans le cinéma de plein air au parc du Grand Hôtel. De son côté, la presse loue le festival, mais davantage pour son cadre estival que pour la qualité des films présentés. Le Festival de Locarno est donc d'abord construit comme une attraction qui vient prolonger la saison touristique à la fin du mois d'août. À l'inverse des festivals de Cannes et de Venise, qui eux ont été élaborés par des États, le Festival de Locarno a la spécificité d'être le fruit d'une initiative privée. Pour cette raison, il est dépourvu d'intérêt diplomatique, ce qui vient renforcer son caractère estival, voire insouciant. Bref, au festival, tout le monde passe de bonnes vacances, ce qui ravit Pro Locarno. Auf Madonna del Sasso erklärte die Locarneserin Lilian Herrmann ihrem Kollegen Cesare Danova die Aussicht auf Locarno, das für kurze Zeit eine Metropole des Films war. Mais du côté de la critique de cinéma et des milieux cinéphiles, c'est un autre son de cloche. Le Festival de Locarno est considéré comme trop commercial et sa sélection de films médiocre. Car en plus d'être inféodée aux intérêts de l'industrie du tourisme, la manifestation est aussi fortement soumise à ceux de l'industrie du marché du film. En effet, le comité de sélection se compose de personnes issues de ces deux industries. En Suisse, le marché du film est alors hautement cartellisé et réglementé par les distributeurs et exploitants réunis dans des associations de défense de leurs intérêts, le SLV, Schweizerischer Lichtspieltheaterverband, et le FDV, Filmverleiherverband in der Schweiz. Pour les distributeurs et exploitants, le festival leur sert surtout de vitrine publicitaire à des films dont la distribution est assurée sur le territoire suisse. Face à la mainmise du SLV et du FVV sur le festival, certaines voix réclament un soutien politique pour gagner en autonomie. Ce soutien permettrait au festival de passer par la voie diplomatique, c'est-à-dire de traiter directement avec les producteurs étrangers en vue d'obtenir des films de meilleure qualité. Mais les professionnels du marché du film s'opposent à cette mesure. Par ailleurs, ils menacent de boycotter le festival si une compétition officielle est mise en place. L'établissement d'un palmarès par le festival pourrait nuire à leurs intérêts économiques. Mais un incident finit par leur donner tort. En 1948, la dernière étape est sélectionnée au Festival de Locarno. Mais ce film, qui est pionnier dans sa représentation du camp d'Auschwitz-Birkenau, est programmé en vision privée, c'est-à-dire qu'il ne lui est pas réservé les honneurs d'une projection officielle dans le parc du Grand Hôtel. Et pour cette raison, notamment, les producteurs décident au dernier moment de retirer le film de Locarno et de l'envoyer plutôt à la Mostra de Venise, un festival beaucoup plus prestigieux. Le film de Jakubowska rencontre un grand succès à la Mostra de Venise. Il est aussi nommé au BAFTA, il reçoit un prix au festival de Karlovy Vary et il devient ainsi l'un des plus grands succès du cinéma polonais d'après-guerre. Żeby Auschwitz się powtórzył.
C'est seulement après ce succès international que le film est distribué en Suisse et qu'il est accueilli par une campagne de presse assez dithyrambique. Donc après l'exemple de la dernière étape, eh bien là, une compétition est finalement mise en place à Locarno grâce au feu vert des acteurs du marché du film en Suisse. Même si le festival souhaite contribuer à la construction d'une culture cinéphile en Suisse, en projetant certaines œuvres plus prestigieuses sur le plan culturel, il reste dominé par les intérêts économiques. Une situation liée au fait que Pro Locarno se charge d'organiser la manifestation. En 1949, le festival devient néanmoins une association indépendante, ce qui lui permet de toucher des subventions publiques. Mais les distributeurs continuent de prendre le festival pour une foire commerciale. Pour les organisateurs, le désir de s'émanciper de la mainmise du SLV et du FVV afin d'obtenir une programmation de meilleure qualité continue de faire son chemin. Pour cela, il demande au département politique fédéral, chargé des affaires étrangères, de transmettre les invitations par voie diplomatique. La réponse ne se fait pas attendre. La Confédération refuse de donner un caractère plus ou moins officiel au Festival de Locarno. Mais en 1951, en raison de conflits avec les professionnels du marché du film, le festival est annulé. En 1953, la Confédération refuse toujours de soutenir le festival, ce qui pousse la FIAPF à rétrograder le festival de Locarno de la catégorie B à D. Inquiète de ne pouvoir satisfaire la demande de films des festivals de plus en plus nombreux, cette fédération, qui assure la défense des intérêts des producteurs, fonctionne en effet comme une instance de régulation. Afin de limiter le nombre de festivals, elle élabore, dès 1951, un système de classification A, B, C, D. Pour le festival de Locarno, ce déclassement est un nouveau revers. Mais enfin, la Confédération réagit. Face à ce qui est vécu comme une perte de prestige, elle décide, le 10 juin 1954, de reconnaître le festival de Locarno comme une manifestation suisse de caractère officiel. Mais cet épisode met en exergue l'attitude assez ambiguë des autorités, puisque le Conseil fédéral s'empresse immédiatement de préciser que cela n'oblige absolument pas à apporter un soutien financier à la manifestation, ni ne lui octroie le droit d'intervenir dans sa programmation. Donc, d'un côté, les autorités refusent d'envoyer des invitations officielles aux pays étrangers à participer au Festival de Locarno, mais de l'autre, elles lancent un certain nombre d'initiatives en sous-main, notamment par cette reconnaissance officielle, pour que les acteurs du marché du film en Suisse participent à la manifestation. Et le Conseil fédéral décide notamment d'accorder des exemptions de contingentement, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment, les maisons de distribution en Suisse peuvent importer des films de l'étranger pour les envoyer à Locarno hors de leur quota annuel, puis ensuite les envoyer dans le circuit commercial à travers la Suisse. Une aubaine pour son secrétaire, Vinicio Beretta, qui souhaite améliorer la réputation culturelle du festival. En effet, face au désintérêt des majors hollywoodiennes qui estiment que le marché suisse n'est pas rentable et qu'il est préférable de passer par les festivals de Cannes et de Venise, Vinicio Beretta décide de se tourner vers d'autres cinématographies. Il voyage donc parmi les pays du bloc de l'Est en quête de films de qualité. Dès ses débuts, le Festival de Locarno est l'un des premiers festivals à présenter des productions de l'Est. Mais après la nomination de Beretta au secrétariat du festival, leur nombre s'accroît. À l'extérieur, cette présence contribue à donner une image de la Suisse comme espace neutre de coexistence pacifique. En raison de la tradition de neutralité de la Suisse, ce festival est dégagé de tout souci d'équilibre et de dosage diplomatique. À Locarno, outre les films allemands de l'Ouest et de l'Est, c'est sur les envois de pays du rideau de fer que se porte l'attention.
Mais à l'intérieur du pays, certains se mettent à agiter le spectre de la menace communiste, à l'instar du critique suisse alémanique Martin Schlappner. L'Europe occidentale est ainsi infiltrée par des films communistes, et notre pays n'est pas épargné. L'infiltration se fait de manière extrêmement habile, si habile que l'on ne peut en aucun cas se rassurer en pensant que le spectateur suisse éclairé comprendra de lui-même où est le problème. Pris pour cible par les anticommunistes les plus virulents, le festival ne peut compter sur le soutien de la Confédération. En parallèle, toujours dans un effort d'améliorer la réputation culturelle du festival, des rétrospectives sont organisées en collaboration avec la Cinémathèque suisse, dirigée par Freddy Buach. Mais en 1956, le festival est une nouvelle fois annulé en raison d'un conflit qui oppose les distributeurs suisses aux producteurs allemands, français et italiens pour une affaire de gros sous. En conséquence, la FIAPF décide de ne plus du tout reconnaître le festival. Les autorités helvétiques viennent à son secours et se conforment alors aux exigences de la FIAPF en assurant que désormais, les invitations passeront par voie diplomatique officielle via le département politique fédéral. Suite à ces conflits avec la FIAPF, le festival parvient encore moins à dénicher de films auprès des principaux pays producteurs. Pour compenser, il mise sur les productions du bloc de l'Est ainsi que sur les jeunes auteurs. Mais après l'écrasement de l'insurrection de Budapest en 1956, la lutte anticommuniste, très implantée parmi les élites suisses, redouble d'intensité. Cet anticommunisme helvétique s'enracine dans la défense nationale spirituelle, doctrine d'État, élaborée en 1938 par le conseiller fédéral catholique conservateur Philippe Etter, qui se veut être un rempart contre les totalitarismes, nazisme, fascisme et communisme. Alors que l'armée monte la garde aux frontières, la population civile et citadine doit prendre une part toujours plus active à la bataille économique dont dépend le sort du pays. Le festival de Locarno fait les frais de cet anticommunisme helvétique. Le SLV appelle ses membres à ne plus diffuser 1 mètre de films d'origine communiste. Dans la presse alémanique, il est suggéré au Conseil fédéral de ne plus soutenir le festival. Le Conseil fédéral réfléchira certainement s'il convient de reconnaître à l'avenir le festival de Locarno comme manifestation nationale. Une suggestion qui n'est pas sans effet. Le 2 octobre 1957, au Parlement helvétique, le conseiller national Kurt Bucher, qui est l'ancien président du Parti libéral de canton de Lucerne, interpelle le Conseil fédéral au sujet de la reconnaissance officielle qu'il vient d'apporter au Festival de Locarno. Selon lui, il est inacceptable que le gouvernement reconnaisse ainsi ce qui est devenu, selon lui, une plateforme de propagande pour les pays du bloc de l'Est. Et il pointe là du doigt la présence importante de films qui viennent de Tchécoslovaquie, de Pologne, de Hongrie ou du RSS. La police se met alors à surveiller le festival, et ce, jusque dans les années 80. Le Conseil fédéral, quant à lui, noie le poisson. Il ne souhaite pas se retrouver en mauvaise posture face aux pays avec lesquels il entretient des relations diplomatiques. Néanmoins, il murmure aux organisateurs qu'il serait tout de même préférable d'être prudent sur le choix des films, voire de ne pas dépasser une certaine proportion de films de l'Est. La Suisse, toujours un terrain neutre ? En 1958, ces tensions se cristallisent autour du film de Mikhail Kalatozov, Quand passent les cigognes. Le débat qui suscite vient creuser le fossé entre la Suisse alémanique, qui voit le film comme un instrument de propagande, visant à affaiblir la vigilance du bloc de l'Ouest, et la Suisse romande, qui, elle, s'enthousiasme pour ce film, dépourvu de toute propagande.
Ces tensions ne sont pas prêtes de s'apaiser, puisque l'année suivante, en 1959, la FIAF décide de classer le Festival de Locarno en catégorie A, ce qui oblige le festival à ne programmer que des longs métrages en avant-première mondiale. Dans un contexte de concurrence avec les autres festivals de catégorie A, tels que Cannes et Venise, et sur les conseils du nouveau secrétaire de la FIAF, les organisateurs se tournent davantage vers le jeune cinéma, et notamment les cinématographies de l'Est, qui connaissent un nouveau souffle. Mais au début des années 60, dans un contexte d'intensification de la guerre froide, le clivage entre les milieux économiques de Suisse alémanique et les milieux culturels de Suisse romande s'accentue autour de la présence de films du bloc de l'Est au Festival de Locarno. En 1960, à l'issue du palmarès de la 13e édition, certaines voix estiment que trop de films de l'Est ont été récompensés. Puis en 1961, celui qui a été promu directeur du festival l'année précédente, Vinicio Beretta, devient la cible d'une intense campagne anticommuniste orchestrée par des professionnels du marché du film en Suisse alémanique, membres notamment du SLV et du FVV. En août, l'offensive est lancée. Le festival de Locarno, à l'Est, trop à l'Est. Un mois plus tard, le SLV évoque dans un courrier destiné au département fédéral de l'Intérieur les tendances communistes du festival et soumet l'idée de créer une nouvelle commission de sélection afin d'éliminer les films de l'Est. En novembre, il compile différents articles de presse défavorables au festival depuis l'arrivée de Beretta à sa tête. Même si l'organisateur des rétrospectives, Freddy Buach, est lui aussi pris dans la tourmente, les accusations se dirigent surtout contre Beretta. Celles-ci prennent des allures de xénophobie anti-italienne puisqu'elles mettent en avant sa récente naturalisation en plus de son adhésion au Parti socialiste suisse. Je suis en train de me battre avec les McCarthyistes suisses-allemands avec beaucoup de chances de réussir. Mais je t'avoue que je commence à en avoir marre de tout ça et je me demande s'il vaut vraiment la peine que je continue à m'occuper de Locarno. Vinicio Beretta fait également l'objet d'une surveillance de la part de la police. Actant d'une crise de confiance, le chef du département fédéral de l'Intérieur suspend la transmission d'invitations par la voie diplomatique. En 1962, le département politique fédéral soumet des conditions pour que la collaboration des autorités avec le festival soit renouvelée, à savoir que ce dernier doit renoncer à inviter la République démocratique du Vietnam, la République populaire d'Albanie et la République de Corée. Quant au SLV, il souhaite imposer à Beretta un adjudant pour diriger le festival et demande qu'une nouvelle commission de sélection soit constituée. Par crainte que les films de l'Est ne rebutent les touristes, Pro Locarno s'associe au SLV. D'autant plus que ce dernier menace de créer son propre festival à Zurich si ses souhaits ne sont pas exaucés. Pour satisfaire ces demandes, une nouvelle commission de sélection est créée avec l'aval du département fédéral intérieur. Celle-ci ne comprend aucun roman, mais la sélection qu'elle établit pour la 15e édition est qualifiée de particulièrement médiocre. En 1963, la même commission est reconduite. La proportion de films de l'Est reste faible, mais l'anticommunisme, lui, est encore vivace. Vinicio Beretta doit sans cesse ménager la chèvre et le chou. Juste après la mise en place d'une commission de sélection dite nationale, Vinicio Beretta doit renoncer dans un premier temps à son idée d'inviter le réalisateur tchécoslovaque Jiří Weiss à participer au jury international. Selon lui, sa décision est motivée par le fait de ne pas vouloir passer une fois de plus pour un dangereux communiste. Mais comme les organismes en charge des questions cinématographiques en Tchécoslovaquie menacent de boycotter le festival si Beretta ne revient pas sur sa décision, le directeur du festival décide finalement de se rendre à Berne, de discuter avec les autorités fédérales pour obtenir leur blanc-seing. Donc finalement, ce n'est que quand le Conseil fédéral a donné son feu vert au festival que Jiří Weiss devient le premier juré d'un pays de l'Est à siéger
au Festival de Locarno. Enfin, avec la détente, le climat politique s'apaise. Grâce à une loi nationale sur le cinéma, le Festival de Locarno obtient sa première subvention étatique à hauteur de 20 000 francs suisses. En matière de cinéma, la période dite du dégel s'impose dans les festivals. Parce qu'il s'écarte du réalisme socialiste, ce cinéma séduit la presse helvétique. C'est un film polonais, La vie recommence, qui nous montre que les Polonais sont des esprits très libres. C'est un film profondément individualiste. C'est un film dont on a l'impression que pour les Polonais, Staline ne connaît pas. Même la presse la plus conservatrice, dans un retournement de veste, s'offusque désormais que les films de l'Est ne soient pas mieux distribués sur le territoire suisse. Le Festival de Locarno fait un peu plus consensus et sa réputation s'améliore avec sa spécialisation dans le jeune cinéma. Mais éreinté par des années de maccarthisme à la sauce helvétique, Vinicio Beretta démissionne en 1966 et meurt 6 ans plus tard. C'est Sandro Bianconi, linguiste, critique et responsable du ciné-club local, qui le remplace à la direction du festival. L'année suivante, il est rejoint par Freddy Buach. L'un et l'autre souhaitent s'inscrire dans l'héritage de Vinicio Beretta, tout en impulsant une nouvelle dynamique au festival. En 1968, dans un désir de rupture avec le faste des mondanités, il supprime, aussi pour des raisons économiques, les projections de plein air et déplace la manifestation de l'été à l'automne afin d'attirer un public de jeunes cinéphiles. Il est également décidé d'abandonner les conférences de presse et de favoriser des échanges directs entre les cinéastes et le public. La nouvelle orientation donnée au festival par Sandro Bianconi puis Freddy Buach vaut à Locarno de perdre un certain nombre de ses soutiens structurels, dirais-je. Premièrement, les autorités politiques au niveau local et fédéral, les promoteurs touristiques et peut-être surtout les acteurs du marché du film. D'une part, le SLV, l'association fêtière des propriétaires de cinéma en Suisse, décide de retirer son représentant de la commission de sélection nationale qui avait été mise en place quelques années plus tôt. Au niveau international, la Fédération internationale des producteurs de films explique à Locarno qu'il ne doit pas devenir un festival dédié au cinéma du tiers-monde. Et puis, les distributeurs et les producteurs helvétiques aussi décident en quelque sorte de créer leur propre manifestation en Suisse alémanique, ce qui deviendra le Film in Lucerne. Le canton du Tessin s'affole et redoute de se faire voler son festival par l'Outre-Gothard. Pour davantage associer le festival à Locarno, les voiles, nom des récompenses du festival, sont alors remplacés par des léopards, emblème de la ville. Puis entre le 26 septembre et le 6 octobre 1968, se déroule la 21e édition du Festival de Locarno. De jeunes cinéphiles y découvrent des films militants du Sud global qui font de plus en plus leur entrée dans les festivals. Locarno n'échappe pas à la tendance. Mais des journalistes déplorent une manifestation qui sombre dans un conformisme gauchisant. Et les professionnels liés à l'industrie du tourisme, commerçants, restaurateurs et hôteliers, s'agacent. Le nouveau public du festival, essentiellement constitué d'étudiants dotés d'un faible pouvoir d'achat, ne fait pas leurs affaires. Des élus de droite rappellent expressément que le festival doit être une contribution au tourisme et non pas un espace d'élucubration. Par ailleurs, le Festival de Locarno n'échappe pas au souffle contestataire de 1968. Suite à l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie, venues écraser le printemps de Prague, le 21 août 1968, le cinéaste tchécoslovaque Jiří Menzel refuse en tant que juré de juger des films venus de pays ayant participé à la répression. Puis le 6 octobre, des étudiants viennent perturber la cérémonie de clôture. Ils accusent le festival d'être à la botte des studios hollywoodiens
et de pratiquer des prix d'entrée prohibitifs qui éloignent les classes populaires. Un dialogue s'ouvre avec les organisateurs et le calme revient. Contesté par l'extrême gauche, le festival continue néanmoins d'être perçu comme trop gauchiste. Au lendemain de cette 21e édition, l'administration fédérale suggère de procéder à une sélection plus stricte afin d'éliminer les films les plus virulents sur le plan politique. Même si le festival jouit d'une reconnaissance dans les milieux cinéphiles, des voix au Tessin réclament le retour des projections de plein air. Les pressions de l'industrie du tourisme se font de plus en plus fortes. Lors des éditions suivantes, le festival doit à nouveau faire face aux critiques. Des journalistes alémaniques accusent ses directeurs d'entretenir une ghetto-film-culture. Le fossé entre détracteurs alémaniques et soutien roman continue de se creuser, en particulier autour du film du cinéaste roman Francis Reusser, Biladi, une révolution, consacré à la lutte de résistance palestinienne. Le film Biladi, une révolution, intervient dans un contexte assez particulier en Suisse, puisqu'entre 1969 et 1970, on connaît un certain nombre d'attaques contre des avions de ligne israéliens à Zurich, puis des détournements d'avions par le Front populaire de libération de la Palestine, dont un avion de la compagnie Swissair. Et face au déferlement de sentiments anti-arabes, largement relayés par la presse bourgeoise en Suisse, le cinéaste Francis Reusser décide de partir dans les camps de réfugiés palestiniens en Jordanie pour documenter leurs conditions de vie et l'organisation de la lutte de résistance palestinienne. Le film arrive à Locarno accompagné d'une aura assez sulfureuse, suite à des rumeurs insistantes sur le fait qu'il aurait été financé largement par le Fatah, le parti de Yasser Arafat. Notamment, il ne reçoit pas de subvention de la part de la Confédération, de subvention fédérale pour sa production. D'autre part, une organisation qui s'appelle la Fédération suisse des communautés israélites appelle le Conseil fédéral à interdire le film, qu'il dénonce comme de la propagande terroriste anti-israélienne. Le ministère public décide de ne pas interdire le film, mais déconseille aux organisateurs du Festival de Locarno de le projeter. Sur place, à nouveau, cette fédération suisse des communautés israélites accuse le réalisateur Francis Reusser d'exclure les spectateurs juifs des projections et aussi le co-directeur Freddy Buach d'exercer des pressions sur le jury international qui attribue une mention spéciale au film. D'autres films provoquent l'hostilité de la presse, comme l'Aude à Ho Chi Minh de 79 printemps, ainsi que le radical Soleil Haut de Med Ondo. Ondo a du talent et son film est bien fait. Il fait du racisme à rebours cependant, et son mépris du blanc est bien trop accusé pour qu'on puisse le suivre. Se moquant du christianisme avec hargne, il montre ce qu'il pense de l'éducation et de la civilisation européenne. C'est une œuvre de polémiste, sectaire et méchant. Le festival est montré du doigt comme étant au service d'un sectarisme de plus en plus élitiste et d'extrême gauche. En 1970, au terme de la 23e édition, face à l'indifférence, l'incompréhension, l'hostilité de l'opinion publique, selon leurs propres termes, Freddy Buach et Sandro Bianconi donnent leur démission. Très empreints des principes de la cinéphilie savante, selon lesquels le regard s'éduque, leur désir d'élever le goût cinématographique du grand public se heurte à la conception du cinéma défendue par l'industrie du tourisme et le marché du film. La presse romande exprime sa déception, d'autant plus que le festival avait facilité l'essor du nouveau cinéma suisse, impulsé en grande partie par des cinéastes romans. Après l'édition de 1970, une direction par intérim est constituée. Le festival revient à une formule plus grand public. Les projections de plein air font leur retour, cette fois-ci sur la Piazza Grande,
et la manifestation est à nouveau déplacée à l'été en pleine saison touristique. Pro Locarno subventionne l'édition de 1971 à hauteur de 95 000 francs suisses. En contrepartie, elle prend le contrôle de la comptabilité, devient propriétaire de tous les sièges de la Piazza Grande et demande aux organisateurs de projeter des films adaptés au grand public. Parallèlement, le festival renoue avec les professionnels du marché du film. Le SLV intègre la commission de sélection, tandis que le FVV invite ses membres à soutenir le festival. Sandro Bianconi tacle ce nouveau festival. Quindi la rassegna di Locarno quest'anno ha perso quel carattere di scoperta e di provocazione che aveva gli anni scorsi per ridursi invece a una rassegna così mediocre e banale per un pubblico di turisti. Freddy Buach n'est pas en reste puisqu'il estime que le festival a été saboté par la bourgeoisie. En plus de déplorer une sélection plus que médiocre, la critique ironise. Les pharmaciens et les vétérinaires du lieu pourront à nouveau, en toute quiétude, revêtir tuxedos et robes du soir pour se rendre à des spectacles de bon goût. Les intérêts économiques préservés, il faut désormais trouver quelqu'un pour diriger le festival. Les regards se tournent alors vers Moritz de Hadeln. Moritz et Erika de Hadeln, à la tête du festival du film documentaire de Nyon depuis 1969, décident de diriger les deux manifestations à travers la création en 1972 de la Société suisse des festivals internationaux. Cette nouvelle entité leur permet de développer une collaboration plus étroite avec les autorités fédérales. Celui qui incarne désormais le nouveau visage de Locarno affirme vouloir développer un festival du juste milieu qui doit satisfaire toutes les parties. Milieu cinéphile, promoteurs touristiques et professionnels du marché du film. Pour satisfaire ces derniers, Moritz de Hadeln abandonne l'expression jeune cinéma, tente de réinstaurer un marché du film et intègre dans le comité de sélection un exploitant, tout en rappelant que seules des productions renouvelant l'art cinématographique et faisant preuve d'authenticité à travers la libre expression d'un auteur peuvent espérer être admis au festival. De quoi, a priori, rassurer les milieux cinéphiles pour lesquels il crée aussi la section Tribune Libre, dédiée aux tentatives cinématographiques plus radicales et menée par Tira Scherer, Tis Brunner et David Streif. Dieses Jahr werden Filme von Werner Schröter, Rosa von Braunheim, Andy Warhol und Paul Morrissey gezeigt. Praktisch alle diese Filme wurden in der Schweiz noch von keinem Verleih aufgenommen. Wir hoffen jedoch, dass sie durch diese Veranstaltung einem größeren Publikum durch den Schweizer Verleih zugänglich gemacht werden können. Néanmoins, il reste une partie avec laquelle Moritz de Hadeln ne parvient pas à s'entendre. Pro Locarno. La société rappelle que depuis la création du festival, 750 000 francs suisses ont été versés de sa poche et exige donc en contrepartie que tout film polémique soit exclu des projections de plein air. Moritz de Hadeln refuse. Je n'organise pas un festival pour les touristes. J'organise un festival pour des gens qui sont conscients de certaines réalités. Mais un autre problème est mis sur la table, cette fois-ci par la gauche tessinoise. Le manque d'implantation du festival dans la vie culturelle locale. Pour la première fois dans son histoire, le festival est dirigé par un non-tessinois qui se montre incapable de ménager les sensibilités régionales du reste du comité d'organisation. Dans un canton méfiant à l'égard de toute germanisation, la manifestation suscite l'hostilité. Dirigée par l'intermédiaire d'une création d'Outre-Gothard, la Société suisse des festivals internationaux, certains l'accusent d'être pilotée depuis Berne. Ces tensions ne sont pas prêtes de s'apaiser puisque Moritz et Erika de Hadeln souhaitent favoriser la diffusion de films qui abordent frontalement les questions de genre et de sexualité. Sont ainsi projetés sur les écrans du Festival de Locarno en 1973 Histoire scélérate ainsi que des films mettant en scène des personnages LGBTQ, ce qui contribue à amplifier des rumeurs sur l'orientation sexuelle de Moritz de Hadeln.
Mais dans ce canton catholique de tradition conservatrice, ces films ne passent pas. Les milieux conservateurs, plutôt catholiques au Tessin, accusent le festival de Locarno d'abuser de sa liberté d'expression et d'offenser les sentiments de sa population avec des films immoraux. Et à cette campagne participe notamment le député démocrate chrétien au Grand Conseil Armando Dado, qui développe toute une rhétorique populiste qui oppose d'un côté le petit peuple provincial tessinois et les goûts d'une direction cosmopolite et progressiste. Et à travers ces insinuations, là, les cibles sont Erika et Moritz de Hadeln, directrice du festival, qui tous les deux ne sont pas de nationalité suisse, et aussi les programmateurs et programmatrices de la section Tribune Libre, qui sont toutes et tous des personnes qui vivent en Suisse alémanique, à Berne et à Zurich. Mais rien ne décourage les programmateurs et programmatrices, et l'année suivante, en 1974, sont projetés Bigger Splash, Sweet Movie, Pink Flamingos, mais surtout Contes immoraux. L'évêque du diocèse de Lugano, Giuseppe Martinoli, demande son interdiction. Il est soutenu par la presse conservatrice et l'organisation catholique du Movimento per la Dignità dell'Uomo, qui lutte contre la fin de la censure au Tessin. Le 5 août, Contes immoraux est finalement interdit aux mineurs de moins de 20 ans par la municipalité de Locarno. Pour Moritz de Hadeln, le festival de Locarno ne peut rester en retrait sur l'évolution des idées et des mœurs. Mais les conseils communaux de Locarno et de Muralto agitent la menace d'une coupe des subventions. Sur le plan suisse, nous avons, sur le plan de l'économie intérieure, un ralentissement. Une menace d'autant plus préoccupante que la Suisse connaît sa plus grave crise économique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour faire des économies, la Confédération coupe dans la culture et la Société suisse des festivals internationaux est dans son viseur. Dans ce contexte, la presse tessinoise redoute que la dissolution de la société n'entraîne une délocalisation du siège du festival. Elle en profite pour rappeler que Moritz de Hadeln ne vit pas à l'année au Tessin et qu'il fait du français la langue de travail du festival. Qualifié de colonisateur à la solde de Berne, il est perçu comme un directeur distant à la tête d'un festival hors sol. À Berne, les autorités demandent à ce que des économies soient faites en réduisant l'offre de films. La Tribune Libre est dans le collimateur, jugée trop coûteuse, trop gauchiste. Néanmoins, une subvention supplémentaire de 30 000 francs suisses est finalement accordée au festival, ce qui n'empêche pas la mobilisation contre les films dits obscènes de se poursuivre. En 1976, si l'Empire des Sens suscite quelques réactions outrées, c'est surtout le film de Pier Paolo Pasolini, Salo ou les 120 journées de Sodome, qui enflamme les milieux conservateurs. À ce moment-là, le film a déjà été interdit dans plusieurs pays voisins et dans un certain nombre de cantons, notamment en Suisse romande. Malgré tout, le film reçoit le feu vert du ministère public et des autorités ecclésiastiques au Tessin, mais seulement pour une projection à Locarno dans des salles closes et en journée, c'est-à-dire absolument pas sur la Piazza Grande. Mais là encore, les milieux conservateurs, catholiques, surtout au Tessin, s'en prennent à un film qu'ils jugent décadent, obscène, pornographique et faisant preuve d'un anarchisme moral qui choque les sentiments de la population. La relecture queer du martyr de Saint-Sébastien de Derek Jarman, Sébastiané, fait également scandale. Surfant sur les rumeurs concernant l'orientation sexuelle de Moritz de Hadeln, la section tessinoise du parti de l'UDC parle d'un festival pédérastique, pornographique et rouge écarlate. Même à gauche, il est reproché à Moritz de Hadeln de faire de la polémique le fonds de commerce du festival. Mais celui-ci se défend. Ce ne sont pas les films politiques qui sont toujours les plus politiques. La valeur d'un film pour une lutte révolutionnaire ne se mesure pas forcément au nombre de fois où dans ce film on crie « Vive la Révolution ». En programmant des films queer,
le festival de Locarno contribue en effet à visibiliser les LGBTQ qui, jusque-là, avaient été cantonnés à la marginalité. Une démarche qui coïncide avec l'émergence d'organisations de lutte pour les droits de minorités de genre et de sexualité en Suisse. Dans cette même veine, le festival participe aussi à mettre en avant les femmes, notamment lors de l'année de la femme, en 1975, en sélectionnant 6 films réalisés par des femmes cinéastes qui avaient été jusque-là largement ignorés à Locarno. Mais un constat s'impose. L'exercice d'équilibriste auquel se prête Maurice de Hadden ne parvient pas à satisfaire toutes les parties. Le festival est d'un côté qualifié de trop intellectuel, de l'autre de trop commercial. Mais sur un point, il fait consensus. Le festival ne remplit pas sa fonction culturelle. Que représentent 10 jours d'oxygène sur 300 jours de misère culturelle ? En l'absence d'institutions et de lieux destinés à construire une conscience cinématographique au Tessin, le festival est condamné à revivre des polémiques autour de films incompris. En 1977, la 30e édition se déroule dans une atmosphère de crise. De plus en plus contesté, Maurice de Hadden annonce sa démission le 21 novembre. Celle-ci est acceptée le 12 décembre et le 15 février 1978, la Société suisse des festivals internationaux est dissoute. Entre 1978 et 1981, sous la direction de Jean-Pierre Brossard, le festival de Locarno traverse une période de crise. Il est la cible de nombreuses critiques et sa légitimité est encore une fois remise en question. Mais à partir de 1982, avec la nomination de David Streif à sa direction, le festival connaît une nouvelle impulsion. Désirant s'inscrire dans la continuité des années précédentes, en se focalisant sur les jeunes auteurs et les cinématographies émergentes, David Streif affirme néanmoins ne pas vouloir faire de festival pour les fanatiques, histoire de se distinguer de l'ère Bianconi-Buache. Il parvient à mettre d'accord toutes les parties prenantes et c'est ainsi, au cours des années 80, que le festival se professionnalise et connaît une forte croissance qui lui donne sa réputation de plus grand des petits festivals. Le festival de Locarno devient alors un pilier de la culture cinématographique en Suisse et pour la première fois de son histoire, ne connaît ni scandale ni polémique. Pour réussir un festival du film à Locarno, il faut 3 ingrédients, la météo, l'argent, la qualité. Eh bien, il semble que cette année, toutes les bonnes fées se soient rassemblées autour du berceau. La météo, tout d'abord, vous l'avez constaté, le temps est splendide en ce moment. L'ouverture aura bel et bien lieu en plein air tout à l'heure sur la Piazza Grande, sur écran géant. L'argent, l'exercice 84 a été tout à fait concluant. Cette année, les subventions vont d'ailleurs encore augmenter. Mais surtout la qualité. En feuilletant la sélection officielle des 17 films en concours, beaucoup de découvertes et de points d'interrogation. Seule absente l'Amérique latine, très sollicitée, il faut le dire, ces dernières années. Les parties prenantes ont donc su concilier leurs intérêts. Pour autant, le festival de Locarno est loin d'être devenu un espace autonome, détaché des réalités économiques et politiques. Il continue de se trouver au confluent de divers intérêts qui sont désormais plus complémentaires que contradictoires.